Bonjour et bienvenue sur Écho de Ferme, ton podcast pour comprendre les enjeux que traverse le secteur agricole français et s'interroger sur l'avenir de notre agriculture et de notre assiette. Je suis Sophie Dias et je t'emmène à la découverte de nos fermes, de leurs défis et des modèles agricoles de demain, en donnant la parole à des agriculteurs et des agricultrices passionnés. Installe-toi et bonne écoute. Pour ce deuxième épisode de la saison 3 d'Écho de Ferme, nous partons au milieu des lavandes et des cigales en Provence, sur le plateau de Valensole. J'y retrouve Johanna Guillermin, agricultrice aux multiples productions. Céréales, lavandes et lavandins, élevage, maraîchage, huile, transformation, bref, on ne s'ennuie pas au GAEC du Riou. Dans cette ferme engagée, la diversification est un choix assumé pour s'en sortir et la vente directe est centrale pour garder le lien avec les consommateurs. Depuis plusieurs générations, ils préservent la dernière distillerie traditionnelle sur le plateau malgré les difficultés de la filière. Et Johanna va plus loin en étant investie dans le réseau Bienvenue à la ferme comme présidente sur le département des Alpes de Haute-Provence. C'est un épisode particulièrement chargé en émotions pour elle, mais aussi pour moi. Allez, suspense, je n'en dis pas plus. Bonjour Johanna. Bonjour Sophie. Je suis si heureuse de t'avoir enfin dans mon podcast. J'ai une petite pointe d'émotion parce qu'effectivement, j'ai plein de souvenirs sur ta ferme. Lorsque j'ai fait mon stage d'ouvrier pendant mon école d'ingénieur agronome en 2014. Tu es agricultrice installée avec ton mari. Vous avez une diversité de productions sur la ferme qui sont ancrées dans le territoire. Donc ici, on est dans le 04, dans les Alpes de Haute-Provence, en région PACA. Tu es engagée aussi pour mettre ce territoire en avant, notamment à travers le réseau BAF, donc Bienvenue à la ferme pour les intimes, mais pas seulement, on va le voir ensemble. Pour commencer, Johanna, j'ai une toute première question. Si on devait te résumer en 3 mots, tu dirais quoi ? Ah ouais, la question piège. Pour commencer direct. Engagée. On est dans le thème. Ouais, engagée, fidèle et travailleuse, je pense. Acharnée sur le travail. Je peux le constater. Alors, Johanna, raconte-nous un peu qu'est-ce qui t'a emmené à t'installer avec donc Gilles, ton compagnon. Une passion soudaine de me rapprocher de la terre. C'était mon premier métier. J'étais potière au tout début de ma carrière, on va dire, d'adulte. Donc, tu as fait une formation potière ? Ouais, j'ai été potière. Donc, et la passion, voilà, de tourner, de toucher la terre. Après, en y réfléchissant, c'est de toute petite que j'avais ça parce que j'avais dans l'idée d'avoir une pépinière. C'était mon rêve d'avoir une pépinière. Voilà. Donc, quand je me suis dit pourquoi pas changer de voie, changer de métier, tout ça, la poterie, ça devenait difficile. Hein, c'était pas quelque chose d'alimentaire. Donc, je me suis dit pourquoi pas faire une formation dans l'agriculture et pourquoi pas m'installer donc avec mon conjoint. Voilà. Alors ça, c'était en quelle année ? Ça, c'était en 2011. Donc, je venais d'avoir mon petit garçon. Et puis, je me suis dit, allez, je vais repartir à l'école et puis faire une formation adulte. Donc, je suis partie faire un BPREA maraîchage biologique à Digne-les-Bains. Et que j'ai eu, voilà, en 1 an. Et puis, je me suis installée, 1 an après. Donc, dans le GAEC, puisque mon beau-père partait à la retraite. Et du coup, j'ai pris sa place dans le GAEC et je me suis installée. Et là, on a commencé tout doucement à diversifier avec un atelier maraîchage bio. Tu es issue d'une famille agricole ? Pas du tout. Ils faisaient quoi tes parents ? Pas du tout. Ma maman était fleuriste et mon papa travaillait à EDF. Donc, voilà. Et là, tu as rencontré du coup Gilles. Oui. Et c'est sa ferme, donc ça vient de sa famille, de son côté-là. C'est ça. Oui, c'est ça. Donc c'est une entreprise, une exploitation, qui est installée sur le plateau de Valensole depuis 4 générations. Donc voilà, son grand-père avait des moutons à la base. Ah oui. Ouais. Et puis son arrière-grand-père. Et puis son grand-père a continué, mais plus sur la culture et la distillerie. Et puis son père a repris pareil, les terres et la distillerie. Alors du coup, c'est une ferme qui produit quoi ? Alors, là, actuellement... On va dire, alors du coup, il y a longtemps, il y avait de l'élevage, mais il y en a encore aujourd'hui, autrement. Autrement, oui. Donc, à la base, c'était une exploitation typique des exploitations du plateau de Valensole, donc blé dur lavandin, quand Gilles s'est installé. Et il avait des bois qu'il voulait valoriser, donc en mettant des bêtes. C'était le plus intéressant. Et donc, les ovins, ça ne lui plaisait pas, donc il s'est dit, pourquoi pas essayer les vaches ?
et peut-être faire un essai de vente directe ou travailler avec le boucher du coin, du village, voilà. Et alors ensuite ? Et ensuite, donc, je suis arrivée sur le GAEC. On a mis en place cet atelier de maraîchage bio. Donc, j'ai commencé à faire des paniers à la maison au départ, dans mon garage, puis en AMAP du village aussi. Et donc, on a développé aussi, donc, parallèlement à ça, la vente directe de viande. Donc, on a commencé à faire des colis de viande. Et donc, ça faisait un petit complément à l'exploitation d'avoir cette vente directe. Et puis, on a vu au fil des années que la demande a augmenté. Donc, on a rajouté des vaches, on a fait un bâtiment quelques années après. Et dans les productions aussi, on a pas mal diversifié. On a mis du porc fermier aussi, pareil, pour répondre à une demande. Et ensuite, on a développé les oliviers. Jusqu'à aujourd'hui, en passant par l'huile de tournesol aussi, et en arrivant aujourd'hui avec de la transformation sur la ferme. Alors du coup, tu disais, il y a un point quand même qui est important, c'est une femme traditionnelle de Lavande. Alors explique-nous un peu concrètement en quoi consiste la production de lavande. Lavande et lavandin en plus. Lavande et lavandin, voilà, sur le plateau de Valençol. Alors vas-y, explique-nous Valençol. déjà la différence entre lavande et lavandin. C'est la grande question de la saison, voilà, on répète à peu près 100 fois par jour. Mais donc le lavandin a été implanté sur le plateau de Valençol après les années 50 pour répondre à la demande des lessiveries, des savonneries. Voilà, ils voulaient une huile essentielle qui ressemblait à la lavande, mais qui était beaucoup plus chère à produire, puisque la lavande, elle est moins productive, elle est plus petite, elle pousse à plus haute altitude. Donc voilà, plus compliqué d'avoir une huile essentielle un peu plus bon marché. Donc le lavandin a été créé, en fait, c'est un hybride entre deux lavandes. Et donc il a été implanté sur le plateau de Valençol pour couvrir cette demande. Et alors du coup, on la distille de la même manière ? On la distille de la même manière. Alors nous, la particularité, c'est qu'on a gardé la façon traditionnelle de coupe et de récolte. Donc on a une coupeuse-lieuse qui coupe les lavandes, donc on appelle ça les gerbes. Donc on a des gerbes qui vont sécher 2 à 3 jours dans les champs et qu'on va aller ramasser à la main avec des fourches chargées dans un caisson. Et ensuite on va arriver à la distillerie et on va charger des alambics, donc toujours à la main. Et on va distiller, donc la vapeur va passer à travers cette lavande, ça va nous extraire l'huile essentielle des fleurs. Et ensuite, toute cette bouillie, donc toute la lavande qui va ressortir de l'alambic qui a été distillée, on va s'en servir pour alimenter notre chaudière. Donc c'est encore le procédé traditionnel avec la chaudière à paille de lavande. Oui, effectivement, tu disais que vous étiez engagé avec plusieurs types de production, l'élevage qui est revenu, la lavande et le lavandin, les grandes cultures, donc, et puis les oliviers. Donc tu nous as tous cités, donc il y a vraiment cette volonté de cette diversification, en tout cas, depuis 2005 ? On va dire 2000. Oui, Gilles s'est installé en 2002 et puis les premières vaches sont arrivées en 2005. Alors ça a été perçu comment, toute cette diversification au début ? Les gens ne comprenaient pas en fait, surtout les agris d'ici se demandaient pourquoi on faisait ça en fait. Comment ça ? Pourquoi on mettait des vaches ici ? Parce qu'on n'a pas un terroir à vaches. On a un terroir à moutons, à chèvres, mais pas à vaches forcément ici, parce que l'été il fait très chaud, donc on n'a pas beaucoup d'herbe. Donc on a cherché des races de vaches qui s'adaptent facilement ici, qui étaient rustiques et puis maternelles dès leur génétique, leurs origines. Donc c'est pour ça qu'on a choisi les salaires et les aubracs au départ. Parce que voilà, il nous fallait des bêtes qui se débrouillent toutes seules pour véler. On n'était pas équipés, on ne connaissait rien, quoi. Donc voilà, on n'a pas de formation forcément sur le département qui vraiment pouvait nous aider à ce moment-là. Donc on a appris sur le tas. Et aujourd'hui, quelques années plus tard ? Et quelques années plus tard, on ne regrette pas notre choix, déjà. Voilà, on a augmenté petit à petit. Donc, on avait 15 mères il y a de ça 4-5 ans. Et puis là, petit à petit, on augmente cette année. Donc là, on a à peu près 40 têtes, donc entre les vaches, les génisses, les broutards. Avec l'objectif d'augmenter encore. Et avec l'objectif d'augmenter encore pour répondre à la demande, puisqu'il y a quand même une forte demande ici, puisqu'on n'a pas forcément de concurrence, quoi. On en a un petit peu, mais c'est pas... il en manque.
Ouais, donc la diversification aussi pour s'en sortir économiquement, j'imagine, pour ne pas mettre les œufs dans le même panier, Tout à fait, même si ce n'était pas forcément bien perçu à l'origine. Mais tu avais cette envie avec Gilles d'être dans la diversification et de pouvoir répondre à une clientèle plus variée aussi. Donc vous êtes engagé au sein de votre mode de production, vous êtes aussi engagé dans la filière agriculture biologique, tu es aussi engagé dans un réseau Bienvenue à la ferme, on y reviendra aussi, et donc dans cette culture emblématique sur le plateau de Valençol qui est le lavande et le lavandin, dont tu nous expliquais la différence. Pourquoi on a cette culture ici ? C'est quoi l'origine ? C'est le terroir qui veut ça, donc on a un sol qui est très argileux et très pierreux. Donc, qui est très filtrant. Donc, quand il pleut, l'eau passe très vite aussi dans la terre et puis s'en va. Donc la lavande, le lavandin et puis le blé dur donc, pour les pâtes. Voilà, ce sont des plantes qui poussent relativement bien au sec, même si elles souffrent ces dernières années quand même des périodes de sécheresse qu'on connaît. On n'a pas d'arrosage sur le plateau. Donc, ça c'est aussi, un sol très... avec beaucoup de cailloux, donc pas facile aussi sur le travail du sol. Sur le travail du sol, sur les outils, oui, c'est sûr. Mais par contre, c'est un sol qui plaît beaucoup à la lavande et au lavandin. Oui, d'où effectivement cette implantation historique sur le plateau de Valençol. On a quoi comme particularité sur cette culture en termes de maladies ou autres ? Alors, il y a plusieurs choses. Donc, il y a des maladies. Alors, je ne suis pas une experte de la recherche, mais il y a eu, au départ, c'était un peu la cécidomie. C'était une petite une maladie, un insecte, la cicadelle aussi, sur les plants de lavande et de lavandin. Donc, ils ont fait des plants sains, entre guillemets, sains, c'est-à-dire des plants... certifiés sains de maladies et de ravageurs, mais en fait, moi j'ai toujours pris ça comme le fait comme des gamins qu'on met en crèche et des petits à qui on donne des antibiotiques de la naissance jusqu'à 1 an et qu'on bazarde en crèche ou à l'école 1 an ou 2 plus tard, voilà. Donc ça a vraiment fragilisé, moi, à mon sens, des plantations. C'est-à-dire que des plants sains, on voyait des plants sains qui étaient malades au bout de 4-5 ans et obligés d'arracher des plants. Alors que nous, on avait des parcelles, on faisait nos plants, on a toujours fait nos plants et on continue à faire nos plants. Et en fait, on a des plantes qui sont plus robustes que des plantes saines. Oui, il y a aussi cette volonté de maîtriser tout le processus de production de A à Z en faisant les boutures. Oui, c'est ça. Donc comment ça se passe concrètement ? Donc on rase des pieds mères en fait que l'on garde dans les jardins. Donc on fait des petites boutures, on coupe des tiges de même taille. Oui. Et maintenant on met ça sur des bâches plastiques avec le goutte à goutte dessous. Et on enlève juste les petites herbes à la main qui poussent parce qu'entre les petites boutures et le trou qu'on a fait, il passe toujours des petites herbes. Donc je me rappelle. Voilà. On fait ça encore manuellement. Et puis donc on les laisse pousser 1 an comme ça dans les jardins. Et ensuite on les arrache avec une arracheuse de patates un peu modifiée pour notre production. Et ça nous fait des plants en racines nues qu'on va planter ensuite avec une planteuse. Nous, on plante 3 rangs à la fois et on est assis et on met le plant en terre. Voilà. Combien de surface en termes de lavande et de lavandin sur la ferme ? Alors, on avait 80 hectares il y a 5 ans de ça et on est passé à 20 hectares 5 ans plus tard. Pourquoi ? Parce qu'on était en surproduction nationale, parce que la lavande et le lavandin marchaient tellement bien qu'il y a beaucoup de régions qui ont voulu en planter, et pour le tourisme et pour des raisons économiques, parce qu'il y a beaucoup de filières qui sont en crise malheureusement. Et donc, là, on est arrivé en surproduction, donc plus d'export du tout. Oui, parce qu'on peut facilement retrouver aussi de la lavande et du lavandin dans d'autres régions de France, même ici c'est emblématique. On en retrouve dans le centre de la France et ça migre jusqu'à Paris, jusqu'à 1 heure de Paris, où je pense qu'ils ont surtout fait des plantations pour attirer la clientèle qui venait à Paris. À 1 heure de Paris, venez prendre vos photos dans les champs de lavande, quoi. On a vu ça au salon d'agriculture, sur des panneaux, des posters, c'est presque le Sud, ou ici c'est comme le Sud, avec des slogans assez... qui nous faisaient un petit peu râler, quoi, pour pas dire beaucoup.
Mais voilà, cette identité qu'on a, voilà, on essaye de nous la prendre. Alors bon, c'est bien, mais c'est bien... mais c'est pas bien parce que du coup, on est en crise à cause de ça, quoi. Oui, surproduction. Alors, sachant que la France est le premier producteur mondial en lavande et lavandin. Donc, toi, comment tu vois l'avenir de cette filière, ici, au niveau local, sur ton territoire, notamment ? Ce qui est compliqué, c'est qu'on n'a pas de visibilité sur l'avenir. On demande aux professionnels, aux caves coopératives qui nous achètent l'huile essentielle. Ils n'ont pas de visibilité sur les mois, les années à venir, même sur les semaines qui arrivent. Donc c'est assez compliqué. On espère toujours que ça reparte, parce qu'on s'est dit une fois qu'ils vont avoir épuisé les stocks, voilà, vu qu'il y a eu beaucoup de surfaces arrachées, ça va repartir. On espère que nous, région historique, on garde le monopole de la production en France parce que, comme je te l'ai dit, on ne peut pas faire pousser beaucoup autre chose ici qui fasse du rendement. On ne peut rien faire pousser d'autre. Donc on essaye d'autres cultures, on se diversifie, on fait d'autres plantes à parfum comme la sauge, comme un petit peu d'immortelle, comme un petit peu de... qu'est-ce qu'on fait aussi, un tout petit peu de thym, enfin voilà, du romarin, mais c'est parce que lors très, de la visite, vous me montriez avec Gilles qu'il y a maintenant des pistaches qui s'implantent pour essayer de trouver des solutions pour continuer à avoir une agriculture ici localement, parce qu'on est sur quand même un climat assez sec, donc tout ne pousse pas comme tu l'expliques, notamment en céréales, c'est pas évident. C'est ça. Alors, il y a quoi d'autre comme culture qu'on peut retrouver ? Parce que tu me parlais des pistaches, mais il y a aussi des amandes. Il y a des amandes, oui, il y a pas mal de production d'amandes ici sur le plateau. Des oliviers qui ont été pas mal aussi mis. On a quelques champs de grenadiers, mais bon, voilà, ça reste très anecdotique, on va dire, par rapport à toute la surface. La filière de pistache ? Toutes comprises, toutes celles que tu as citées. Toutes ces nouvelles filières pour essayer effectivement de sortir son épingle du jeu. Oui, c'est ça. C'est le début. Donc, il faut de la structuration de filière. Donc, voilà, c'est en train de se mettre en place. Après, de là à ce que l'agriculteur qui a fait cette culture ait une rémunération importante, ou enfin, en tout cas, est une rémunération et vive de cela, je pense qu'on en est très loin, quoi. Oui, c'est ça. C'est une nouvelle plantation, mais ça dit aussi nouvelle filière, et il faut que ça structure pour qu'on puisse la commercialiser. Alors, tu parles notamment du lavande et de lavandin qui subit en tout cas une surproduction en France et qui fait que les prix se sont cassés la figure. On est passé à quel prix aujourd'hui par rapport à avant ? Alors, c'est au prix de gros que ça a chuté, mais on était à 35 € le kilo d'huile essentielle avant la crise. C'était énorme, en gros. Et là, on était tombé jusqu'à 9 €, 9 € le kilo, et puis ça ne se vendait pas, quoi, surtout. Oui, c'est surtout ça, quoi. Et 9 €, ça ne couvre pas des coûts de production, de récolte, de distillation, de plantation. Enfin, voilà. Alors ici, du coup, sur le GAEC du Riou, vous essayez de travailler la vente directe. En tout cas, c'est sur ça aussi que vous vous basez. Donc là, notamment, on est dans la nouvelle petite boutique à la ferme que vous avez. La vente directe qui est super importante parce qu'on est quand même sur une région touristique. Hein. On l'a vu sur les bas-côtés. Il y a des touristes partout pour prendre des photos dans les champs de lavande. Ouais. C'est aussi un attrait touristique avec des pays étrangers parce que tu as beaucoup de séries asiatiques qui ont été tournées ici, il me semble. Ouais. Donc il y a un afflux aussi de personnes d'origine étrangère qui ont envie de vivre cette authenticité. Et vous avez cette particularité de toujours vouloir axer votre vente sur la vente directe. Oui, en fait, on voulait surtout enlever cette dépendance petit à petit qu'on avait de la PAC, quoi, tout simplement. Donc au départ, c'était de la grande culture. Donc quand on dit grande culture, on dit aide de PAC, quoi. Et en fait, avec mon installation, avec le fait de toute cette mise en place de la vente directe, ça a en fait contribué à notre volonté de se sortir de cette dépendance, en fait. Donc retrouver son autonomie. Ouais. Tu nous citais le procédé de la dernière distillerie artisanale du département. Je le précise parce que c'est quand même important. Je crois on doit être 3 ou 4 encore dans le département, mais c'est... Sur le plateau, oui. Sur le plateau, en tout cas, c'est la dernière. Ouais. Après, dans le département, il peut en rester une ou deux. Mais en tout cas, il y a cette particularité d'être toujours avec une alimentation naturelle, dans le sens où vous n'utilisez pas l'électricité pour distiller, mais encore un feu de paille.
Ouais. Alors explique-nous, tu nous as expliqué un peu le fonctionnement, mais pourquoi cette volonté de garder cette distillerie? Qu'est-ce qui était important dans votre engagement à perdurer ce système-là? C'était garder et puis montrer tout ce savoir-faire, en fait. Si nous, on arrête, on se dit que finalement, c'est perdu, quoi. On le verra plus qu'en musée. Donc, je pense que c'est ce qui tient notre volonté de ne pas arrêter, quoi, de montrer comment on fait, parce que c'est sûr que c'est du travail en plus, c'est du travail pénible, manuel. Avant, tous les jeunes du village accouraient aux distilleries l'été pour travailler, et puis ça les faisait travailler tout l'été. Maintenant, la période est beaucoup plus courte, concentrée, et le travail est pénible, entre guillemets, quoi. Il fait chaud, voilà, on est fatigué, on est dans la chaleur de la vapeur ou bien dans les champs en train de charger, donc c'est pas qu'une partie de plaisir. Et donc, ouais, je pense que c'est vraiment une volonté qu'on a de perdurer cette tradition, en fait, pour montrer, voilà, ce que c'est vraiment la fabrication de l'huile essentielle, quoi. C'est pour ça que vous organisez aussi des visites guidées lors de la saison. C'est quoi la différence avec d'autres producteurs qui, eux, n'ont pas gardé ce modèle artisanal? C'est tout ce qui est machine, en fait. C'est des récolteuses, des grosses ensileuses qui coupent plusieurs haies de lavande à la fois, qui distillent, qui envoient tout ce vrac dans des caissons qui suivent les tracteurs. Et arrivé aux distilleries, un couvercle est mis sur ces mêmes caissons. Et ils ont des chaudières au gaz qui font de la vapeur. Et la vapeur est envoyée dans ces gros caissons. Donc c'est distillé tout de suite, en fait. Automatiquement. Voilà. D'où un rendement aussi qui est quasiment le double que ce que l'on fait nous. Mais voilà, il y a quand même des coûts énormes au niveau du gaz. Et puis après, au niveau des machines aussi. Alors que vous, c'est un circuit fermé. Les bottes de lavande et de lavandin qui ont été distillées sont réutilisées pour alimenter le feu qui permet de distiller un nouveau stock, un nouveau lot, on va dire. Donc c'est un circuit fermé, y compris pour l'eau qui est utilisée via le ruisseau. Le ruisseau, oui. Donc pris pour refroidir et puis ensuite rejeté sans problème. Donc en tout cas, il y a cette volonté de perdurer ce modèle qui est ancré en vous et vous êtes engagé à cela avec Gilles. Tu es aussi engagée en tant que présidente Bienvenue à la ferme du département des Alpes de Haute-Provence. Depuis quand? Depuis 5 ans. D'accord. Alors rappelle-nous, c'est quoi exactement Bienvenue à la ferme? Alors Bienvenue à la ferme, c'est un réseau national d'agriculteurs engagés soit en vente directe, soit pour de l'accueil à la ferme. Donc en hébergement, camping, ça peut être des fermes de découverte, pédagogiques, voilà, des activités. Mais on va dire l'ADN de Bienvenue à la ferme, c'est de la vente directe aussi. Alors qu'est-ce que tu cherchais quand tu es d'abord rentrée dans le réseau en tant que ferme adhérente? Moi, je voyais ce panneau chez d'autres agriculteurs et je me disais, ouais, c'est quand même un gage de qualité, ce serait bien d'avoir ce label ou cette marque, parce que je ne savais pas trop. Et donc, je me suis renseignée. Voilà, quand je me suis installée, qu'on a commencé la vente directe, je me suis très vite renseignée pour faire partie du réseau. Et tu vois une différence au niveau des consommateurs? À la ferme, pas forcément. Mais par contre, lors de sorties de salons, de marchés, ou bien... Voilà, lorsqu'ils voient dans des magasins nos étiquettes avec le logo Bienvenue à la ferme, les gens sont rassurés, ils savent que c'est un produit fermier. Normalement, Bienvenue à la ferme, ils commencent à connaître quand même la petite fleur. Donc voilà, c'est peut-être un gage de qualité et de reconnaissance. Ouais. Alors, tu es présidente. Alors, explique-nous comment tu es devenue présidente. C'est quoi cette histoire? Je me suis engagée petit à petit. J'étais simplement adhérente et puis je suis rentrée dans le conseil d'administration, puis dans le bureau. Donc j'ai été vice-présidente pendant 2 ou 3 ans et puis le président a eu un petit souci de santé, donc il est parti en cours d'année. Donc j'avais repris le poste un peu, on va dire, sur le fil du rasoir, et puis finalement ça m'a plu. Donc à l'âge d'après, je me suis dit pourquoi pas me présenter vraiment présidente. Tu avais imaginé te présenter comme présidente avant cette expérience? Pas du tout. Pourquoi? Parce que alors l'engagement ça me plaît, mais je sais pas, je pensais que j'avais pas les épaules ou que ça allait être compliqué, ou je savais pas trop en fait à quoi ça consistait, quoi. Qu'est-ce que tu imaginais? Qu'est-ce que je m'imaginais? Je sais pas, que c'était beaucoup plus lourd à porter engagement.
je sais pas, j'avais peur qu'il y ait de la politique ou des choses qui viennent... que ça aille trop loin. Voilà, que ça aille trop loin, voilà. Et du coup, finalement, tu as eu cette occasion, et alors maintenant, avec le recul? Je le regrette pas parce que je me suis engagée, c'est vraiment pour la valorisation des produits, pour vraiment mettre en avant nos collègues adhérents voilà, qui font des activités, qui font des bons produits. Et donc, voilà, on est engagé dans un réseau, donc c'est toujours plus motivant d'être dans un réseau que tout seul dans son coin. Oui, forcément, c'est le collectif. Et c'est le collectif qui motive, oui. Qu'est-ce que ça t'a apporté au niveau pro et perso ? Perso, ça m'a fait prendre de l'assurance, du coup, un petit peu là, c'est bon, dans mon engagement. Du coup, voilà, je me suis un petit peu engagée aussi à la Chambre d'agriculture sur les circuits courts. Et là, c'est le 2e mandat, du coup. Et voilà, je défends toujours Bienvenue à la ferme. J'interviens pour ça. Mais quand il y a des projets sur les circuits courts et l'agritourisme, ça me plaît, en fait. Donc, j'y vais sans problème. Oui, on revient sur ton engagement principal avec Gilles, c'est la diversification et les circuits courts et vraiment cette alimentation de proximité, cette alimentation locale que vous proposez aux consommateurs avec la vente directe sur la ferme, que ça soit vraiment sur le lieu à la ferme, mais aussi dans les boutiques de Valençol. Dans les boutiques de Valençol et surtout depuis 4 ans dans les magasins de producteurs du département aussi. Alors, et d'ailleurs, tu parlais de toute cette diversification, mais en termes de produits, là, on est dans ta salle de vente au moment où on enregistre cet épisode. Et des produits, il y en a beaucoup. Alors, cite-nous quelques produits, histoire de donner un peu d'appétit ou d'envie aux auditeurs. Donc, on va commencer par ce dont on a parlé beaucoup. Tout ce qui est huile essentielle, bien sûr, de lavande et lavandin. Mais aussi, c'est la base. Voilà, mais aussi toute une gamme, du coup, de cosmétiques et de produits transformés à base de nos huiles essentielles. Donc ça, c'est quelque chose que l'on fait faire en prestation, d'ailleurs, dans un lycée agricole, un atelier technologique à Saint-Flour. Et donc, on mène nos huiles essentielles et puis on récupère nos cosmétiques. Et puis, on y va souvent pour de la transfo, pour couper les savons, tout ça. Donc, moi, ça me plaît parce qu'ils pourraient tout nous faire, mais voilà, ça me plaît bien. Donc, ensuite, j'ai une gamme d'huile d'olive, évidemment, puisque l'hiver, on a peur de s'ennuyer. Donc, on a développé pas mal les cultures d'olivier. Et alors, est-ce que vous vous ennuyez finalement ? Non, on ne trouve pas le temps de s'ennuyer. Ensuite, pour rester dans les huiles, donc, j'ai une gamme d'huile de tournesol, puisqu'on fait du tournesol pour le faire presser. Donc, quand on le fait presser, on a de l'huile de tournesol et puis du tourteau pour les vaches. Donc, voilà, on fait tout notre fourrage pour les vaches, plus un petit peu du tourteau. C'est la gourmandise de l'hiver, on va dire. Et puis, tout ce qui est partie céréales, on en transforme une grande partie maintenant grâce à l'atelier de transformation. Et donc, on fait des pâtes fraîches et des raviolis frais avec notre semoule de blé dur. Et les farces sont réalisées avec les légumes du jardin ou la viande de la ferme, tant que je peux. Et puis, quand je peux pas, je prends bio et local. Oui, parce que à du des coup, tu as une collègues serre. à côté, voilà. Donc j'ai une serre, depuis que je me suis installée, en fait, je fais un petit bout de jardin, on va dire. Donc j'en fais moins qu'au début, mais là maintenant tous les légumes passent en transformation. Oui, il y a vraiment cette volonté de maîtriser tout de A à Z, du produit brut jusqu'à le produit transformé et la vente directe jusqu'au consommateur en tout cas. Oui, et du coup, ça nous a ouvert les portes, là, toute cette partie transformation, ça nous a ouvert les portes des magasins de producteurs. Et du coup, c'est ce que tu expliquais à l'instant, la boucle est bouclée. La boucle est bouclée, ouais. T'en es fière ? Ouais. Non, on est fiers d'être arrivés jusque-là, ouais. C'est quoi ta plus grande fierté sur la ferme ? Je pense que c'est ça, c'est d'arriver à maîtriser de la culture à la vente et puis d'être arrivé à se diversifier sans s'être égaré dans un autre métier finalement qui n'est pas le nôtre, mais voilà, en restant sur la base, c'est l'essentiel, c'est les productions, les produits finis et puis l'alimentation. Johanna, on perçoit quand même qu'il y a différentes formes d'engagement dans ton parcours. Perdurer une culture, celle de la lavande et du lavandin, à diversifier la ferme pour aussi survivre, sortir un peu son épingle du jeu, être au contact du consommateur, vouloir sauvegarder un outil de production avec l'une des dernières distilleries du département, mais aussi en étant engagé dans le réseau Bienvenue à la ferme que tu présentais à l'instant pour promouvoir l'agriculture et ton terroir. Bravo déjà. Merci. Il vient d'où cet engagement ? Cette force, cette volonté ?
Je sais pas, c'est une passion partagée avec Gilles. Ouais, ça nous motive. Les journées ne sont pas monotones. On fait plein de choses différentes. C'est ce qui rend notre travail et nos journées intéressantes. Mais même si des fois on est un petit peu dépassé parce qu'il faut être sur pas mal de fronts dans une même journée, on fait beaucoup de choses. On passe des bêtes aux cultures, à la transfo, à la vente, à la livraison, puisqu'on fait tout, quoi. Mais c'est ce qui est super intéressant. C'est enrichissant, en tout cas, Ouais. c'est ce que je vois dans ton regard. Ouais. Une famille d'engagés, parce que Gilles lui-même aussi, il l'est, au niveau de la commune. Oui, Gilles est engagé depuis 3 mandats en tant que conseiller municipal. Et puis cette année, il a un petit peu plus de charges, on va dire, notamment l'agriculture, la promotion des circuits courts aussi, des produits. Et puis les chemins, Oui, aussi. les forêts. Qu'est-ce que tu dirais à des agriculteurs qui voudraient s'engager, mais qui n'oseraient pas forcément ? Dans le réseau, tu veux dire ? Alors, pas Ah forcément. non, s'engager. De manière générale. Je me dis que si on a envie, il faut le faire. Voilà. Si ça vient par obligation, on va dire, c'est pas la peine. Mais si c'est une envie, puis des fois, il y en a qui ont envie de tester. C'est peut-être une expérience qui va durer peut-être 6 mois, peut-être ça va durer 10 ans, puis peut-être ça va durer toute la vie. Donc je me dis qu'il faut foncer quand on en a envie, quoi. Sans se poser de questions, Ouais. pas trop en tout cas. Ouais. Et après le temps, comme tu l'expliques, on le trouvera. Ouais, c'est ça. On le trouvera. Qu'est-ce que tu voudrais dire à tes enfants ? Parce que tu as parlé de ton fils tout au début. Tu as 2 enfants, Loris et Paloma, qui ont 18 et 21 ans, si je ne me trompe pas. Ouais. Qu'est-ce que tu donnerais comme message à tes enfants et à cette nouvelle génération d'agriculteurs qui s'installe ? Je leur dirai ce que j'ai déjà dit à mon fils et puis à ma fille, si ça leur fait plaisir de s'installer, s'ils ont vraiment ça dans le sang, dans le cœur. Du coup, ça me... Oui, je vois ça, mais vas-y. C'est l'émotion qui parle. Ouais, c'est bête. De s'investir, de foncer, quoi. Voilà, et puis de le faire quand ils en ont envie, quoi. Oui, c'est ce que l'aîné a fait finalement, parce qu'il vient tout juste de vous rejoindre donc dans le GAEC. Loris, là, était en plein dans la paperasse d'installation. Et Loris vous rejoint et vous êtes maintenant 3 dans le GAEC. Ouais. Qu'est-ce que ça te fait ? Ça fait qu'on est super contents. Ça se passe très bien. Loris, je pense qu'il va trouver sa place. Il a déjà trouvé, puisqu'il a déjà travaillé pendant 2 ans avec nous en alternance, simplement. Et puis, il s'est un passionné de mécanique, de machines. Et en fait, ça libère du temps à Gilles qui faisait ça. Les tracteurs, ça lui a toujours plu. Mais tout ce qui est mécanique, machine et tout ça, il faisait parce que il était un peu obligé, quoi. C'est parce que c'est dans le travail. Et... Alors que là, il se rend compte que il se libère du temps. Et du coup, il est un peu plus sur la transfo, il est un peu plus dans d'autres projets aussi. Et puis voilà, chacun trouve sa place. C'est un équilibre à 3 qu'il faut trouver. Ouais. Donc ça, c'est pour Loris qui vient de s'installer. Ouais. Et Paloma reste aussi dans la filière agricole. Paloma reste dans la filière agricole après un bac CGEA, donc en production animale. Elle s'oriente vers un BTS technico-commercial en agricole. Et puis, au départ, passionnée que des chevaux, comme beaucoup de petites filles. Et puis, une passion pour les vaches d'un coup. Elle est partie en Auvergne faire ses stages. Et puis, voilà, passion pour la génétique, tout ce qui touchait la race au braque. Voilà. Donc, elle continue dans cette voie. Et puis voilà, quand elle aura envie, si elle a envie, elle nous rejoindra. C'est le message que tu disais à l'instant, de trouver sa place et de s'engager aussi pour eux. Bon, en tout cas, on leur souhaite le meilleur, forcément, au GAEC du Riou ou ailleurs. Johanna, le temps passe malheureusement et on arrive déjà à la fin de l'interview. Ouais. Et comme tous mes invités, j'ai une dernière question. Si tu avais un seul message à transmettre aux personnes qui nous écoutent, ce serait quoi ? Écoutez tous Échos de ferme parce que Sophie, elle est top. Parce qu'elle a été en stage chez nous, que ça a été notre stagiaire...
exceptionnelle, puisqu'on a baptisé une vache, Sophie, à son départ, tellement elle allait nous manquer. C'est vrai qu'on n'en a même pas parlé, mais c'est vrai. Oui. Donc une belle aubrac qu'on a toujours depuis 12 ans d'ailleurs. Oui. Et qui a du caractère, et voilà, donc j'encourage tout le monde à écouter les podcasts et à suivre Sophie, et puis en tout cas je suis très fière du chemin que tu as fait. Wow. Voilà. Arrête, tu vas me faire pleurer. Voilà. Oh, c'est trop mignon. Merci à toi pour tout. Et écoute, on arrive déjà à la fin, donc je te dis merci Johanna pour ton accueil, pour personnellement j'avais mon message aussi à transmettre, pour tout ce que tu m'as apporté il y a 12 ans avec Gilles, et encore aujourd'hui d'avoir accepté de m'accueillir sur la ferme au Gaec du Riou, qui m'a rappelé plein de bons souvenirs avec vous. Et bref, je te dis merci et à bientôt. Ouais, à bientôt. Merci. J'espère que tu auras trouvé de la valeur dans cet épisode et matière à réflexion pour ton prochain débat à table. Un immense merci pour ton écoute. N'oublie pas de me laisser un avis et de partager mon podcast pour me soutenir. Je compte sur toi et je te dis à bientôt pour un nouvel épisode sur Écho de ferme.